Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Annoncé à grands cris d'effroi en ce début d'année 2018, les plans de licenciement devant toucher Peugeot, Pinky, Le Figaro et même Les Inrecuptibles se feraient selon le concept de rupture conventionnelle collective, nouvelle formule incluse dans la refonte de la législation du travail adoptée par le Parlement à l'automne dernier. Jupiter le voulait, les marcheurs républicains l'ont fait et les médias unanimes de s'offusquer en concert de voir ainsi des entreprises profiter de la nouvelle loi pour procéder à des vagues de licenciements déguisés. Mais soyons justes. Ces entreprises ne profitent pas de la loi, elles ne font simplement que l'appliquer. Et les quelques annonces de ce recours à ces ruptures conventionnelles collectives ne devraient être qu'un début. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu sa grande sœur, la rupture conventionnelle individuelle, dite aussi à l'amiable. Inaugurée en 2008, cette procédure sarkozienne, celle-là, a atteint, 10 ans plus tard, les 500 000 par an. Et pour cause, elle protège l'employeur de tout recours devant les prud'hommes, en échange de quoi le salarié garde le bénéfice de l'assurance chômage qu'il aurait de toute façon touché s'il avait été licencié. Mais surtout, elles évitent à l'employeur les nombreuses procédures liées justement à un licenciement sec. Alors pourquoi se priver ? La loi est faite pour être utilisée et ceux qui voyaient dans la lutte de certains contre cette réforme un débat juridique obsolète et un combat d'arrière-garde que le monde d'avant s'était fait une spécialité, eh bien, il pourrait être rattrapé par la réalité. Et le réveil risque d'être rude, car après cette première sortie concernant les ruptures collectives qui renvoient les salariés à leurs chères études par paquet de 100, de 200, de 300, voire 2000, et sans doute plus encore, la suite sera tout aussi violente. À quand en effet l'application de la déréglementation des CDD ? À quand les premiers contrats de projet, version moderne du travail à la tâche ? À quand la suppression dans certaines entreprises du 13e mois, des primes et autres compléments de salaire ? À quand le plafonnement des indemnités prud'homales ? Toutes mesures contenues dans la loi travail de Nathalie Pénicaud et qui n'attendent que d'être mis en œuvre. Nous en sommes sans doute même qu'au début de toute cette histoire. Bonne chance à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir encore par Jérôme. Au programme ce soir, chansons, chansons et chansons. Des tours de chant venant de commencer et déroulera sa programmation éclectique jusqu'au 3 février prochain. On en parle avec Guillaume Farlet, auteur, compositeur, interprète, espèce de fil conducteur de cette 17e édition que l'on retrouve partout. Il chante dans les files d'attente, devant la buvette, en avant-première et même en après-concert. Et il est ce soir dans Caramel Mou. Également avec moi pour ce 796e numéro, Alicia Beatty, dont on pourra découvrir les chansons décalées dimanche 28 janvier, salle des fêtes de Bouloc à 16h. Et puis également dans ce studio, Julien Babou, bassiste de son état, qui joue demain soir au taquin ses chansons réunionnaises. Quant à Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, il prendra 2 minutes chrono pour nous conseiller un concert de jazz bizarre. 3
froid me fait-il avec ses doigts. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Ils étaient mercredi au Père Pénard pour y présenter un deuxième album mélangeant énergie rock, spoken word et trance brute, tribale et poisseuse. Ils, ce sont les Facteurs Sauvages, un trio réunissant Mathieu Sourisseau à la basse, Laurent Paris à la batterie et Daniel Scaliette au chant, à la voix et aux mots. Facteurs Sauvages, album formidable, No God, No Ghost, extrait donc de ce deuxième album éponyme. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, toujours Joe Kangourou au micro, vous êtes toujours sur Radio Campus, Caramel Mou, et ce soir, je reçois Guillaume Farlet. Bonsoir Guillaume Farlet. Bonsoir. À l'occasion de la 17e édition de Détour de Chant, festival dédié à la chanson, vous le savez tous, on s'en fait ici l'écho régulièrement chaque année entre janvier et février. 17e édition d'un festival qui a commencé mercredi dernier et qui se terminera le week-end prochain, et avec cette année l'apparition d'une nouveauté dans Détour de Chant, une espèce d'électron libre, de farfadet, de troubadour des temps modernes, qui ira de place en salle, de file d'attente en buvette de bar pour aller porter la borne parole de la chanson française. Mais ça, on en reparlera dans un deuxième temps, puisque c'est Guillaume Farlet qui joue ce rôle-là. On en parlera dans un deuxième temps. On va peut-être commencer simplement par essayer de découvrir ce chanteur. C'est quasiment une première pour vous à Toulouse. Oui, tout à fait. Je ne me suis pas produit ici sous mon nom jamais. C'est la première fois. Guillaume Farlet, d'abord musicien, guitariste, bassiste. Je regardais un peu la liste des gens avec qui vous avez joué, puisque avant d'être un auteur, compositeur, interprète, vous êtes un musicien pour les autres. C'est assez drôle. Il y a mon idole à moi, Juan Rosoff, le roi du funk français. Yes. Vous avez joué avec Juan Rosoff, mais vous avez joué aussi avec Faudel. Vous avez également joué avec Michel Fugain, avec Amel Bent. Enfin, c'est vrai que le spectre est assez large. Comment c'est arrivé ça, la musique dans votre vie? Alors la musique dans ma vie, c'est très tôt, parce que grosse passion pour la musique, mais sans en faire. Et je crois que mon premier contact à la musique, c'est la danse. J'étais complètement fou de danse. Et à 8 ans, quand j'ai découvert Michael Jackson, à 8 ans, en fait, il y avait cette émission, je vais faire de la pub pour une vieille émission qui n'existe plus, sur la 2, il y avait Les Enfants du Rock, et il y avait une émission qui s'appelait Sex Machine, qui était présentée par Manœuvre et Lyonnais. Et dans cette émission, la première émission, il y avait déjà la Sex Machine, la chanson de James Brown qui était le générique, et dans ce premier épisode, il y avait Billie Jean de Jackson qu'on n'avait jamais vu, il y avait Earth, Wind & Fire, il y avait Prince, il y avait Grandmaster Flash, et on n'avait jamais vu du rap. Moi, c'était la première fois que je voyais des rappeurs. Grandmaster Flash avec The Message et tout, et ça m'a changé la vie. Vous avez raté Sydney? L'émission de Sydney? Ah non, j'ai pris ça en pleine tête. Moi, l'émission de Sydney, j'ai pris ça pleine tête. Parce que c'était juste un peu avant, et c'était déjà le hip-hop. Allez, vas-y mon frère, tu peux le faire, le tour Smurf sur la tête. Le Smurf. Mais vous vous rendez compte que sur TF1, le dimanche midi, il y avait un cours de hip-hop par un noir. Ah ouais. C'était une autre époque. Ah oui, c'est vrai. C'était une autre époque. C'est vrai. C'était le monde d'avant. Oui, c'est le monde d'avant. Maintenant, on dit ça. C'était le monde d'avant. Jupiter nous a dit que c'était le monde d'avant et qu'il fallait plus regarder en arrière, qu'il fallait regarder droit devant. Donc, finalement, vous êtes un danseur refoulé qui s'est mis à la guitare, mais qui a commencé par la basse. La basse, vraiment, tout de suite, avec des velléités de rocker, ou tout de suite sur des musiques nettement plus funk? Alors, ce qui m'a mis, c'est funky, moi. Parce que le rock, j'ai découvert beaucoup plus tard, en fait. J'étais un peu effrayé par la distorsion quand j'étais petit. À part, je me rappelle que j'aimais bien AC/DC parce que le gimmick était imparable. Mais en vrai, j'étais vraiment musique noire américaine, et j'aimais quand c'était happy music, quoi. Quand c'était vraiment quelque chose d'un peu easy listening, quoi, très très gentil, quoi. Et Level 42, c'est ça qui m'a mis à la base tout de suite. Ça, il faut expliquer, parce qu'il y a que les vieux autour de cette table qui connaissent Level 42. Ouais. C'était un groupe un peu de funky, British funk anglais. Ouais. Le bassiste, c'était Marking. Ouais. Et qui était un mec incroyable et qui chantait hyper haut, limite en pendentif. Et il slapait comme un sauvage en chantant les chansons. Et c'est comme ça que j'ai découvert la basse. Mais après, j'ai découvert quel était le vrai rôle de la basse dans la musique. Parce que Marking, c'était un repère quand même particulier. Voilà, c'était slappé à mort. Et puis c'était la basse devant, alors que d'ordinaire, la basse, elle est quand même loin derrière. Elle est même très loin derrière. Oui, exactement. Ce que vous avez commencé à apprendre lorsque vous avez commencé à jouer pour les autres. Voilà, mais après, j'ai été pris dans le groupe de mon grand frère, et lui, il m'a cadré direct. Il m'a dit, hop, le slap, là, tu m'arrêtes ça tout de suite, on va faire des chansons, vieux. Donc tu me plantes les clous, tu me mets ça bien. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, vous avez quand même joué
pour pas mal de gens. Donc, Mathieu Chédid aussi, je ne l'ai pas sorti dans la liste. Vous êtes un grand fan de Serge Lama, au moins lorsque vous étiez jeune. Quelle est votre conception un peu de la chanson ? Parce que c'est vrai que votre spectre est plutôt large. Ouais, mais c'est parce que mes parents écoutaient beaucoup de chansons françaises, donc en fait, quand j'étais petit, j'avais été piqué par Serge Lama, que je trouvais tout à fait imparable. Ah. Et puis jusqu'à vous avez mes été 8 malade, ans, vous aussi. Ouais, complètement. Et jusqu'à mes 8 ans où je découvre Michael Jackson, et là évidemment je me disais mais alors mon meilleur chanteur devient noir américain, mais c'est merveilleux. Et donc j'ai grandi dans cette double culture de chansons françaises, même penchant variété, parce que j'écoutais beaucoup Jonas, Souchon, j'aimais bien des chanteurs comme Étienne Dao, etc. Même si c'était pas hyper funky, mais j'aimais beaucoup j'adorais Richard Gottener, Renaud. Donc des trucs qui n'étaient pas chansons françaises, parce que mon père nous faisait écouter Bobby Lapointe, Brel, Brassens, Dick Annegarn et tous ces chanteurs formidables. Et puis la musique noire américaine. Et puis à un moment, quand je me suis mis à la basse à 13 ans, j'ai découvert Marcus Miller, Jaco Pastorius. Et là, c'était la porte qui s'ouvrait sur le jazz. Ouais. Et là, Stanley Clarke, etc. Et je me suis jamais remis de ça. Et la chanson, elle arrive comment, là ? Bon, vous le disiez, vous avez quand même un intérêt revendiqué pour Renaud. Ouais. La chanson, elle arrive comment ? Eh ben, la chanson, elle me quitte pas vraiment, mais par contre, moi, je renoue avec la chanson parce que j'ai envie de chanter. Et je me dis, alors qui c'est qui va m'écrire des chansons d'amour ? J'avais très envie de chanter des chansons d'amour, moi. Ouais. Alors que mes copains devaient s'attendre sans doute à ce que je fasse des chansons funky plutôt rigolotes. Et c'était pas mon but. Mon but, c'était de faire des chansons au plus simple. Et je voulais savoir si je pouvais moi-même m'émouvoir dans un premier temps. Et donc j'ai commencé par faire des chansons d'amour, et puis en prenant confiance, etc. Après j'ai pu y mettre un petit peu l'ensemble de ma personnalité. Donc l'écriture, c'est quoi ? On se lance comme ça, on travaille, on réécrit, on montre à papa-maman Alors, évidemment, comme mon père est un auteur de romans, etc., c'est quelqu'un de ultra lettré, et qu'il était sans pitié quand on faisait écouter nos maquettes avec mon frère. Bon, à l'époque, moi, j'avais 14-15 ans. C'était mon frère et ses copains qui écrivaient des chansons. C'était de la pop gentillette, hein. C'était un petit peu Patrick Bruel sous LSD, quoi. C'était vraiment gentil, quoi. Et donc, mon père, il écoutait les chansons, mais il nous sabrait, mais c'était violent, quoi. Il nous disait, bon, musicalement, je vois que vous progressez, parce que je sens que c'est de mieux en mieux, quoi. Mais les paroles, c'est à chier. Croyez que ça m'amuse quand que mes fils, ils fassent de la merde. Et on était là, genre, oh! On était là, je me disais, attends, mais jamais je vais faire écouter mes chansons à mon père, jamais, quoi. Il va me sabrer total. Donc, non, au final, il a plutôt apprécié, il a rien dit, quoi. Donc j'ai pris ça pour un compliment. Je lisais hier sur votre site que la gestation du premier album avait été quand même assez longue. Ça s'étale sur 3-4 ans. Celui qui s'appelle En guise de bonjour. Oui. Ouais. Oui, c'est le travail de 10 ans, c'est des chansons qui s'étalent sur 10 ans. Mais en fait, mon tout premier album chanson, ça s'appelle Naturalibus, et c'est un duo avec ma cousine Hélène. Et ça, c'est mes premières chansons en français. C'est les chansons d'amour que je rêvais de chanter. J'ai fini par me les écrire moi-même. Donc, on aura compris un peu que vous êtes quelqu'un d'assez éclectique, autant musicalement qu'au niveau de l'écriture. Et musicalement, ça va autant entre la chanson française et la variété française et le funk américain. Vous arrivez donc à Toulouse avec là aussi quelque chose qui est assez particulier, Guillaume Farlet. Vous êtes, je le disais en début d'émission, une espèce d'électron libre, de fil rouge, de troubadour des temps modernes. Vous allez animer les avant-concerts et peut-être même les après-concerts. Ouais. Comment on accepte un rôle comme ça ? C'est la première fois que vous venez à Toulouse. Finalement, vous n'êtes programmé pour aucun concert. Ouais. On ne va vous voir dans aucune salle. C'est scandaleux. Voilà, c'est un peu scandaleux. Et vous êtes un peu éparpillé là. Comment vous avez accepté ce rôle-là ? Et quel est ce rôle, en définitive, sur ce festival ? Déjà, j'ai accepté parce que j'avais envie de faire connaissance avec tout ce monde-là et que c'est une manière de faire connaissance avec les organisateurs et avec les artistes et tout ça. Et puis c'est aussi pour montrer patte blanche d'une manière. C'est-à-dire, moi j'ai envie qu'on me fasse confiance et c'est un super moyen qu'on te fasse confiance. C'est qu'on te donne de jouer le clown. Les clés du camion, enfin au moins de ce petit camion-là, parce que la fenêtre est pas énorme, mais au moins, je me dis dans cette fenêtre, il faut que j'arrive à mettre dans le mille. Et même si les créneaux sont courts, c'est plutôt kiffant. En plus,
Ça me demande pas ça me demande peut-être une énergie sur le moment, mais en vrai, ça me demande pas un travail particulier, puisque moi, j'ai toujours appris des chansons, j'ai toujours appris beaucoup de chansons pour le plaisir, et j'en ai toujours chanté plein en famille, comme ça, donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait pour moi. Et après, j'avais fait le parrain dans d'autres festivals où justement on m'avait dit vas-y, t'as roue libre, Guigui, parce qu'au bout d'un moment, on fait confiance, on sait que moi j'aime l'aspect désnobisé de mon approche de la chanson, dans le sens où il n'y a pas de... Oui, on passe de Serge Lama à Thomas Fersen, à Nicolas Jules, et bon, je me lance pas dans des chansons en anglais parce que c'est pas trop le propos du festival, etc. Mais en vrai, tout ça pour moi c'est la même musique, il y a qu'une musique, c'est celle qui parle, c'est celle qui dit quelque chose. Alors après, je repense à la phrase de Brassens qui disait « Je me relèverai pas la nuit pour écouter de la danse ». Ben moi je me relèverais volontiers pour écouter de la danse, et que pour moi voilà, il y a toutes ces musiques qui servent à tout ça. On a une musique pour toutes nos humeurs. Déjà rien que de vouloir faire cohabiter les chansons comiques, non c'est pas comique, mais qui font sourire, quoi, les chansons un peu dans un deuxième degré, et aussi les chansons d'amour qui sont elles dans un total premier degré. Déjà faire cohabiter ça, c'est déjà un travail pour essayer que ce soit évident par rapport à toi, ta personnalité, qui tu es, d'où tu viens, que tout le monde se dise pas oui, alors qu'est-ce que c'est que ce patchwork étrange. Essayer de faire une synthèse de tout ça. Mais évidemment, moi, mes années Juan Rosoff et Sandra Nkake et les gens avec qui j'ai beaucoup appris comme ça, évidemment que c'est inclus dans mes gènes, quoi. Donc ça va se sentir à tout va. Et en plus, je pense que le public français est un petit peu handicapé du groove, donc évidemment si je mets trop de groove, si je mets trop de codes de groove dans mes chansons, en fait on perd complètement le fond de mon truc. Donc il y a toujours un truc à checker au niveau de l'esthétique finale. Donc là vous allez vous trimballer avec votre guitare et vous allez taper dans le répertoire qui vous sert de fil conducteur depuis que vous avez commencé à faire de la chanson. Donc voilà. Les vôtres, mais aussi celles des autres. Voilà, exactement. Bon. Ce week-end on vous voit où ? Alors, ce soir, je suis à l'espace Bonnefoy. Ensuite, je fais l'after ce soir au Bijou. Et alors, demain, ce sera... J'ai besoin d'une équipe. Ah ben ouais. Il y a l'attaché de presse qui est pas loin. Ça sert aussi à ça. Ma chère Yasmine. Le Bijou vers 19h. Demain au Bijou vers 19h. Et à nouveau vers 23h. Et à nouveau vers 23h, donc fin de soirée après le spectacle. Et à 9h du matin. Et dimanche, matin, je suis ici chez vous. J'arrive avec le café. À la médiathèque. Ah voilà, à la médiathèque José Cabanis. D'accord. Yes. Et au Taquin avant Victoria de la Rosière. Voilà, donc. Et au Taquin avant Victoria de la Rosière. Donc vous installez ce soir Bonnefoy, ce soir au Bijou, demain au Bijou, dimanche à Cabanis et au Taquin. Voilà, c'est des choses assez simples. Oh bah c'est super, voilà. D'ailleurs merci Yasmine, tu es merveilleuse. Donc Guillaume Farlé, vous le retrouvez tout ce week-end, mais vous le retrouvez toute la semaine prochaine, puisque là aussi vous allez vous trimballer sur toutes les salles. Je crois qu'il y en a 26 ou 27 qui sont concernés par le festival cette année. Cette année c'est 20 salles et 46 artistes et 20 salles. Ouais. Donc ça va, vous allez effectivement faire le tour du propriétaire et pouvoir choisir où vous vous installez la prochaine fois que vous venez à Toulouse. Ah mais j'ai posé un matelas au Bijou. Voilà. Ah ouais. Par contre, vous avez déjà signé le pré-contrat en disant je viens ici de manière intermittente, mais l'an prochain je pose mes valises. C'est déjà ça ou pas? Ouais. Ah non, ça y est, c'est écrit. Je l'ai fait tatouer sur la peau de Philippe Couret et de Philippe Palagès. Donc, mais tatoué là, effectivement, sur le visage. Faites-le tatouer parce qu'après ils ont des tendances assez rapidement à oublier les choses. Donc Guillaume Farlé, ce soir, vous le verrez dans la file d'attente du concert au centre culturel du Faubourg de Bonnefoy. Ce soir, en après-concert au Bijou. Demain, donc, avant et après le concert du Bijou, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, mais demain, si je me souviens bien, c'est les Jeunes Pousses qui sont programmés au Bijou, donc concert à 16h et concert à 21h30, des gens en devenir, et puis donc dimanche José Cabanis le matin et le Taquin en fin d'après-midi. Joli programme pour un week-end super chargé. Vous savez qu'aussi ici il y a du rugby, donc il vous faudra jongler avec tout ça. Yes. Vous êtes quand même dans une ville de rugby et le dimanche c'est traditionnellement l'Ovalie qui est à l'honneur, qui est à l'honneur à Toulouse. Guillaume Farlé, merci d'être passé nous voir. Je vais vous lâcher puisque vous devez être vers 18h30 au Faubourg Bonnefoy. Vous avez juste le temps de vous y précipiter. Et nous, on va écouter un morceau qui ouvre votre dernier album, Un événement. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci mille fois de m'avoir reçu.
Quand j'aurai de l'argent, je serai intelligent. Alors tout ira bien. Peut-être que je trouverai une belette et qu'elle prendra perpète, juste en croisant mon chemin. Mais bon, quand j'aurai une maison, je serai sûrement moins con. Alors j'aurai un chien. Quand j'aurai du talent, je serai séduisant. Ils me mangeront dans la main. Alors, quand je serai un cador, je me pencherai au dehors, adulé par les miens. Et puisque ce sera l'été, je serai d'une grande beauté, chantant de beaux refrains. J'attends un événement, heureux ou malheureux, entre l'heure et le lieu, ce n'est pas important. J'attends quelque chose qui me sorte de là, quelque chose qui me sorte de moi, pas extrêmement violent, mais quand même un événement. Elle fera dans la dentelle chaque jour un peu plus belle, parce que plus laide c'est moins bien. Moi, j'irai couper du bois sans me couper les doigts, parce que mes doigts j'y tiens. Quand j'aurai tout mon temps, je serai excellent, ça c'est sûr et certain. Puis, mes enfants si gentils ne feront pas trop de bruit, parce que ça fait du bien. J'attends un événement, heureux ou malheureux, entre l'heure et le lieu, ce n'est pas important. Laissez-moi toucher du bois, laissez-moi dire Inch'Allah, juste une histoire racontée. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'attends un événement, heureux ou malheureux, entre l'heure et le lieu, ce n'est pas important. J'attends quelque chose qui me sorte de là, quelque chose qui me sorte de moi, pas extrêmement violent, mais quand même un événement. Pas extrêmement violent, mais quand même un événement. Guillaume Farlé, donc extrait de son dernier album, Guillaume Farlé, que vous pouvez retrouver si vous avez bien suivi l'interview qui a précédé, un peu partout en ville dès ce soir et jusqu'au week-end prochain, puisqu'il accompagnera pendant toute la semaine les concerts du 17e festival des Tours de Chant. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Ok. Alice Betty, bonsoir. Bonsoir. On a choisi de passer ce petit extrait qui ouvre votre premier album pour donner un peu l'idée de votre univers assez bricolé, assez particulier, qui part dans tous les sens, et surtout votre voix qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. On vous avait découvert il y a pas très longtemps, enfin pour ma part, je vous ai découvert il y a pas très longtemps. J'étais en décembre du côté du Grand Rond pour la série d'apéro-concerts que vous avez donné la deuxième semaine de décembre au Grand Rond, et on se retrouve devant une jeune fille chantant en français et en anglais, et qui a une voix absolument étonnante, grave, avec un côté un peu voilé, mais qui part de grave, qui peut monter très haut, avec un peu de blues en fond de voix. C'est ça qui donne le déclic pour se dire finalement je vais entamer une carrière de chanteuse, c'est d'être doté d'une voix comme ça. Et s'il vous plaît, par contre, dans le micro. Ah oui.
Eh bien, peut-être, oui, peut-être. Je sais que souvent, très souvent, voilà, les gens me donnent ce retour-là. Donc, et j'ai été beaucoup encouragée par mon environnement et voilà, par la réceptivité des gens à aller dans cette direction. Quand vous dites encouragé par votre environnement familial, il faut rappeler que votre maman est une musicienne, clarinettiste de son état. Donc ce qui fait que vous avez quand même grandi dans un environnement très, très musical. Comment s'est fait un peu cet apprentissage ? Eh bien, donc mes deux parents, mon père était plutôt peintre, mais il était aussi musicien donc mes deux parents ont vraiment partagé voilà leur amour de la musique et ma maman est beaucoup plus dans la musique improvisée et expérimentale, et puis j'ai grandi en écoutant beaucoup de jazz, de soul et donc je suis allée aussi à Marciac, l'école de jazz, donc au collège, vous voulez dire ? Oui, au collège. C'est rigolo parce qu'on commence à en voir sortir des gens qui arrivent de ce collège et qui, quand il s'est monté il y a une petite vingtaine d'années, on se disait ça va donner quoi ? Et c'est vrai que de temps en temps, on voit des gens qui en sortent. Émile Parisien en sort, Carla Gaudret, saxophoniste bien connue de ce côté-ci de la Garonne, en sort aussi. Vous aussi, c'est vrai que c'est apparemment quelque chose qui a marqué les gens qui sont passés par ce collège et on sent que vraiment il y a eu un apprentissage de la musique et donner le goût de la musique qui est quand même assez réussi du côté de ce collège de Marciac. Je suis d'accord. Ouais. Donc un répertoire que vous avez écrit anglais, français sur des choses qui tournent beaucoup autour de l'amour, mais aussi des petits travers du quotidien, de ce que vous repérez dans la rue, des choses qui sont très comme si vous croquiez à la terrasse d'un café ce que vous voyez en face de vous, et un répertoire que vous avez beaucoup rodé dans la rue pour commencer. Oui. Bien, en fait. Oui, de l'amour et de ma philosophie de la vie, voilà, et l'amour est ma philosophie de vie. Mais et la rue, c'était une façon pour moi de me dépasser, quoi, d'aller chercher le courage, et puis j'ai toujours apprécié rencontrer des artistes de rue parce que voilà, c'est impromptu, inattendu et que ça me fait énormément de bien. Alors j'avais envie de pouvoir aussi offrir ça. Voilà. Et c'est vrai que pour vous avoir vu sur scène, on a devant nous quelqu'un qui paraît complètement sûr d'elle-même et en même temps a des temps terriblement timide. Je me demandais si c'était un rôle que vous jouiez sur scène ou si c'était la partie intrinsèque de votre personnalité. Non, c'est pas un rôle. C'est pas un rôle. C'est pas un rôle. C'est pas un rôle, c'est moi-même, avec une grande. Ouais, je pense aussi que le fait. Je pense que ma taille aussi donne cette impression de confiance. Voilà. Bon, faut dire que vous en imposez. Vous faites quoi ? Un peu plus de 2 mètres. 1,95. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que vous en imposez. Et ça, on le voit sur scène, mais en sentant aussi terriblement fragile. Ouais. Et c'est peut-être ça qui fait le charme des chansons que vous chantez, parce que elles sont un peu là-dessus. Elles sont terriblement fragiles, mais en ayant aussi un côté très très solide. Mais peut-être que la solidité vient aussi justement de votre voix qui tient un peu l'ensemble. Mais il y a une vraie fragilité dans la façon dont vous pouvez chanter sur scène. Oui, et puis en fait. Moi, ce qui m'a amené à partager justement mon univers musical et à écrire et à partager, c'est mon chemin spirituel, en fait. C'est une quête et d'apprendre à me connaître et à me dompter et à choisir, en fait. Voilà qui je veux être et la vie que je veux mener, et à travers la chanson, j'ai découvert que voilà, c'était un moyen pour moi de poursuivre cette quête et de me réaliser et de partager. Et donc là, pour moi, la solidité, elle se trouve là, en fait, parce que c'est voilà, je suis quelqu'un de très émotionnel, et pour moi, la chanson, les mots pouvaient me permettre
voilà, canaliser en quelque chose de créatif. Et Une donc fragilité qui vous débordait complètement. Ouais, et en fait, je suis allée là où c'était mon chemin spirituel m'a emmené là où c'était le plus dur, justement, de monter sur scène et de partager justement. Il y a un côté se faire violence pour monter sur scène ou pour jouer dans la rue. Oui. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous fait encore flipper, qui est encore source d'appréhension ou plus du tout? Tout à fait. Ouais, c'est encore. Je veux dire, j'ai des caps très très importants et très intéressants justement actuellement parce que je me lance. Je suis revenue en France pour vraiment essayer de partager ça et d'en faire une profession. Oui, puisque vous êtes franco-américaine, donc vous avez passé aussi beaucoup de temps de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Et oui, mais voilà, c'est parce que j'y trouve de plus en plus de joie que je continue. Voilà, mais ça a été comme je dis, c'est une révolution humaine pour moi de faire tout ça, en fait. On sent qu'effectivement, ça peut vous remuer. Ouais. Ça peut vous remuer. En vous écoutant, j'ai pensé tout de suite à Colette Mani, grande chanteuse de chansons françaises fin des années 60, début des années 70, grande chanteuse de blues, même si c'était pas du blues qu'elle faisait, mais elle avait un grain très très blues dans votre voix, dans sa voix. Et c'est vrai que j'ai retrouvé des accents de Colette Mani dans votre façon de chanter. C'est quelqu'un que vous connaissez, par exemple? Oui, en fait, moi j'ai découvert Colette Mani quand j'avais 15 ans, mais juste Mélocotone. Eh ben oui, en fait, j'avais un professeur qui m'avait proposé cette chanson. Et comme quoi, il vous avait bien dans l'oreille. Voilà, il avait senti je pense, le timbre. Et puis c'est plus tard, en fait, quand je suis rentrée à la Manufacture de la chanson à Paris, qu'un des professeurs a mentionné Colette Mani, et j'ai dit oui, je connais, et donc là j'ai commencé à écouter, et dernièrement encore plus, j'ai découvert d'autres albums, et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, et je suis ravie quand les gens et qui avait cette façon de chanter avec ses tripes. Et on sent que quand vous êtes sur scène, vous mettez tout sur scène. Et effectivement, vous chantez avec vos tripes. Oui. Donc, on vous a invité pour simplement signaler que si les gens veulent découvrir, j'allais dire une nouvelle chanteuse, faut quand même pas rigoler non plus. Ça fait 2-3 ans que vous chantez régulièrement à Toulouse, mais là, vous allez être à Bouloc. Dimanche, donc à 16h, drôle d'heure pour écouter de la chanson, mais après tout, pourquoi pas. Je suis ravie, j'adore cette heure, 16h. 16h, c'est l'heure du thé, un dimanche après-midi, ça sera parfait. Donc à Bouloc, où on va pouvoir découvrir vos chansons décalées, mais qui sentent l'air du temps, qui sont aussi pour vous une façon d'exprimer ce que vous ressentez. Oui. Et je fais une reprise de Colette Mani aussi. Je chante mes chansons, mais... Ah oui. Mais oui. Ah ben celle-là, on l'a pas entendue au Grand Rond. Mais parce qu'en fait, au Grand Rond, j'ai fait différents sets. Ouais, d'accord. Donc, dépendant les soirs. Et donc, je n'ai pas fait partie de celui où il y avait Colette Mani. Est-ce que c'est celle-ci qui vous ferait plaisir d'entendre alors? Non, mais je viendrai la voir à Bouloc. Et puis, super. Vous rejouez sur Toulouse Camp, par exemple. Je joue au mois de mai au festival We Are Very Nice People. D'accord. Voilà, je me rappelle pas de la date par contre. Mais on rappellera, donc au mois de mai. Voilà. Parfait. D'ici là, on peut donc vous entendre dimanche à Bouloc, salle des fêtes, à 16h. Et puis, vous êtes arrivé avec votre petit orgue. Bon, tant pis, c'est pas tout à fait ça, mais ça me fait penser à ces orgues que je voyais dans ma jeunesse, dans les salles de musique, lorsque nous étions à l'école. On a branché ça sur la table de Radio Campus. Vous avez le micro devant vous et vous nous jouez au Sister, c'est ça? Au My Sister. Au My Sister, que l'on peut trouver dans un premier album que vous avez sorti il y a 2 ans. Oui, il y a même un peu plus longtemps, que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Très bien. En ligne, ou même vous pouvez trouver certaines des chansons sur SoundCloud. Oui, et puis même une vidéo sur YouTube. Voilà, et puis on pourra acheter ça dimanche à Bouloc, puisque c'est aussi l'occasion de vendre sa production. Tout à fait. Merci Alicia Beatty d'être passée ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alicia Beatty,
tout de suite en direct dans Caramel Mou et donc à Bouloc dimanche, salle des fêtes à 16h. Oh my sisters, I want to sing for you a song to bring you the perfume of my love. Oh my sisters, I want to share with you a melody that you inspire to me. I want to thank you to be part of my life. I want to tell you that you are in my heart. No matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. When I feel sad, I just have to think of you, to let the sun smiling within me. When you feel sad, I hope that song can help you to remind the sun smiling within you. No matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. No matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Brothers, I want to sing for you too, a song to bring you the perfume of my love. Oh my brothers, sisters, I want to share with you a melody that you inspire to me. I want to thank you to be part of my life. I want to tell you that you are in my heart. No matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Voilà, Alicia Beatty, que vous pourrez aller écouter dimanche 16h, salle des fêtes de Bouloc, en attendant le mois de mai, où elle reviendra faire un petit passage à Toulouse. On s'en refera l'écho à ce moment-là. Merci Alicia d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh. Voilà, on continue toujours à musique. Jean-Pierre Lérac, l'émission a repris. Voilà. Donc on reprend avec Julien Babou et ça sera le dernier invité de ce soir. Julien Babou qu'on connaît surtout pour La face cachée des sous-bois, trio assez torride qu'il formait avec Sonny Troupé à la batterie et Ferdinand Doumerc au saxophone, qui a fait les beaux soirs des bars et des petits endroits à Toulouse. À ce moment-là, on disait dans Caramel Mou que c'était une musique qui sentait la sueur. Et c'est vrai que c'était une musique assez physique, Julien. Oui, et pas que en fait. C'était une musique qui paraissait physique, mais qui était très décontractée parce qu'on arrivait dans les bars avec l'aspect des répétitions. Mais j'ai toujours rêvé, je l'en ai parlé aux deux collègues en disant, il aurait vraiment fallu, pour que les gens comprennent comment fonctionnait La face cachée des sous-bois, qu'on filme un jour une répétition pour comprendre que sur 4 heures de musique, il y avait 45
minutes de lecture de partition et de répétition et 3h15 de blagues, de tranches de vie, de racontage. Voilà, on était des grands fans de Ludivine Sagnier, notamment, qui a été à l'école avec Ferdinand Doumer, il faut le savoir. Voilà, ah donc, ouais. Oui, ils étaient au lycée ou au collège ensemble. Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais fou amoureux d'elle, donc du coup, ça a occupé bien 3h15 sur chaque répétition. Voilà. Donc, Julien Babou, que l'on a pu découvrir dans plein d'autres groupes, mais aussi, dont je me souviens, la Ritana Tropical, puisque vous étiez le premier bassiste de la formation d'Irina Gonzalez. Tout à fait. Et puis, on vous a vu jouer ici avec Majid Cherfi, avec les vieilles Pi, avec Foro Pifado, Brassens Not Dead, ça j'ai jamais compris comment vous étiez arrivé dans cette formation-là. Et puis, vous avez joué pas mal aussi avec René Lacaille. René Lacaille, ça va nous permettre de revenir un peu sur ce qui nous intéresse ce soir, puisque même si vous êtes un natif de Saint-Malo et que vous arrivez de la Bretagne lointaine, vous avez quand même des origines par vos parents qui fleurent bon la Réunion. Alors je vais pouvoir répondre à 2 questions d'un coup, parce que mon père et ma mère sont réunionnais, ils viennent de la ville du Port, ils y vivent d'ailleurs actuellement, ils y sont retournés. Et mon père est musicien et il a monté pas mal de groupes de ska, de reggae, de rock, de punk notamment, ce qui fait que j'ai baigné très très jeune dans le rock et le punk, ce qui m'a amené quand ils m'ont appelé, c'était avec un grand plaisir. J'ai fait plusieurs tournées avec eux en remplacement de Juan Favarel et ça a été un vrai plaisir de partir jouer avec les Brassens. C'était vraiment génial. Ça me manque un peu même d'ailleurs. Et je le disais, donc natif de Saint-Malo, et puis vers 94 vous repartez à la Réunion, un peu à la recherche de vos origines, peut-être musicales, mais aussi familiales. Alors, oui. Et du coup, vous avez commencé à travailler sur un projet qui mixe toutes les musiques qui vous ont baigné adolescent, donc autant le rock que le jazz, mais aussi en essayant de mélanger ça avec le maloya et le sega. Alors, on va dire qu'à partir de 95, j'ai commencé avec des artistes réunionnais, à travailler avec des artistes réunionnais, entre autres, et découvrir vraiment ce qu'était le répertoire réunionnais. Certains d'entre eux sont âgés, d'autres nous ont quittés malheureusement, et ils ont pour la plupart laissé une belle trace et une belle empreinte de leur de leur génie, de leur création dans le patrimoine musical réunionnais. Et moi, ça m'a marqué. J'ai vraiment eu l'impression un petit peu de participer à ça en les accompagnant, et j'ai appris des tas de choses à leur contact. Et j'avais envie de leur rendre hommage. C'était un peu le point d'honneur que je mettais en faisant ce premier album. J'avais envie vraiment de donner mon interprétation un petit peu de tout ce que j'avais appris. Alors j'espère que j'ai pas trahi l'image de la musique telle qu'ils la conçoivent, mais telle qu'ils l'ont conçue en tout cas. Mais voilà, et je me voyais pas faire une musique pure et dure parce que je me suis jamais senti légitime à être un vrai ségatier ou un vrai musicien de maloya, parce que pour moi, le maloya, ça s'apprend dès l'enfance, on baigne là-dedans, il y a quelque chose d'assez spirituel et presque religieux. Et moi, malheureusement, j'ai pas découvert le maloya de cette manière-là, et je ne l'ai pas vécu de cette manière-là, donc je me voyais pas du tout faire du maloya pur et dur. Pour le Sega, peut-être que j'ai eu un peu plus de sources en travaillant avec la troupe folklorique, entre autres, de la Réunion, et du coup, voilà, j'ai voulu donner un petit peu une vision toute personnelle de cette musique-là. Cette musique, justement, de la Réunion, vous pouvez nous la décrire en 4-5 lignes? Oui. Il y a quoi? Il y a des influences Alors, on va dire qu'il y a deux pans, le Sega et le maloya. Le Sega, c'était la musique des joueurs. Les joueurs, à l'époque on va dire... ça remonte à il y a longtemps, c'était des musiciens qui se mélangeaient aux jeunes étudiants français, on va dire, et qui amenaient les étudiants français amenant banjo, violon, etc., piano et tout ça, avec les joueurs qui étaient des musiciens de rue réunionnais, donc descendants d'esclaves ou esclaves, qui jouaient des percussions, notamment. Et donc, comme dans beaucoup de musique, j'allais dire créole, il y a cet apport d'instruments qui viennent d'Europe et cette partie percussive qui... Alors ça, c'est vrai pour le Sega. Ouais. Le Sega était, entre guillemets, muet. Les mélodies étaient interprétées par des instruments. Il n'y avait pas le droit de chanter pour éviter de revendiquer des choses. Et l'autre pan de la musique, c'était le maloya qui, lui, par contre, revendiquait. Et qui a été interdit pendant des années, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait. Et dont le premier disque a été produit par le Parti communiste français. C'était Firmin Viry, je crois, le premier artiste. Et voilà, pendant très très longtemps, on coupait le courant aux gens, on leur éteignait la lumière. Et cette tradition du maloya, elle est quoi? C'est des chants de lutte? Elle est ancestrale, c'est
C'est une musique urbaine, c'est une musique des campagnes? C'est une musique, alors plus des campagnes, on va dire. Non, c'est pas vraiment une musique urbaine, c'est vraiment une musique de religion. On va dire, il y a dans ce qu'on appelle les services cabarets, c'est là où on se retrouve dans les habitations pour jouer le maloya toute la nuit. La musique ça ne s'arrête jamais, c'est la musique de trance on peut trouver chez les Gnawi, comme on peut trouver dans plein de musiques, j'allais dire tribales. C'est un peu vulgaire comme. Mais j'allais dire aussi la tradition vaudou. Par exemple, oui, tout à fait, oui. Les gens entrent en transe réellement. Les gens entrent en transe. Il y a, oui, et elle rallie à la fois pas mal la tradition est-africaine, les musiques et des descendants est-africains, des malgaches, et aujourd'hui de l'Inde, on trouve dans certains pans du maloya les tambours malbar qui s'appellent ravan à Maurice, qui ont d'autres noms un peu partout, des tambours sur cadre en fait. Voilà. Et donc tout ce mélange s'effectue. Daniel Waro, par exemple, chez Daniel Waro, son percussionniste Laurent Dallot a été formé à Cuba sur les congas. Donc les congas font partie du maloya aujourd'hui, mais avec le style un peu cubain. Il y a eu le djembé africain. Voilà, donc c'est une musique qui est en perpétuelle évolution. Et qui a toujours été très très métissée. Et qui se métisse de plus en plus, parce qu'on est parti vraiment de la musique des habitations où les gens jouaient cette musique de manière religieuse, et ça s'est exporté. Aujourd'hui, les musiciens, les joueurs de maloya, les groupes de maloya partent en tournée, et ça a beaucoup changé. Du coup, la couleur s'imprègne de tout le monde extérieur, ce qui était pas forcément le cas à l'essence même de cette musique en fait. Avec un festival qui se fait un peu l'écho de ces musiques-là, c'est le festival Sakifo, à La Réunion, qui produit aussi des albums et qui se fait l'écho de toute cette tradition et de tout ce vivier réunionnais. Oui. Même si effectivement Sakifo de temps en temps va te voir du côté de l'Afrique du Sud. Oui. D'ailleurs où il y a and the Volumes par exemple, c'était Sakifo qui les avait produits, et s'ils vont voir aussi du côté de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que Tommy and the Volume était venu jouer au Sakifo à La Réunion, ça a été une révélation. Il y a eu une création avec un groupe réunionnais, je ne sais plus lequel. Skip and Die notamment a travaillé avec l'Indigo. Il y a toujours eu en fait des ponts. Nathalie Natiembe, avec qui j'ai eu la chance de travailler, a bossé avec Bunchelo, puis avec les musiciens de Meitei Show. Et voilà, il y a toujours eu des ponts qui se sont créés. Pas mal de gens s'intéressent à la musique réunionnaise et viennent faire des créations qui intègrent. Lavillier a lui-même repris Alain Peters, Moriarty également, et chacun interprète à sa manière. Alors des fois avec plus ou moins de bonheur, mais quoi qu'il en soit, il y a un réel intérêt. On voit vraiment quelque chose s'installer, de l'intérêt de cette musique-là qui apparaît. C'est très très différent de la musique antillaise qui a quelque part la chance de compter parmi vraiment ces grands supporters les habitants des Antilles. Les Antillais sont très très proches de leur musique, supportent leur musique, consomment leur musique, dansent. À La Réunion, plus qu'à La Réunion. Ah oui, c'est même, il n'y a aucune commune mesure en fait. C'est dû à quoi ? Je me l'explique pas. On en discutait encore hier soir avec, je sais pas si vous connaissez le pianiste Mehdi Gerville. Oui. Le percussionniste était de passage et était à la maison, et pareil, lui, on avait du mal à comprendre en fait comment en Guadeloupe, je pense que c'eût été très difficile en un temps. On peut plus vraiment dire que ce soit malheureusement d'actualité, mais on n'aurait pas pu faire venir Johnny Hallyday. À La Réunion, il est venu un paquet de fois, quoi, et remplir des stades. Impossible de faire ça à Pointe-à-Pitre ou voilà. Donc il y a une manière de vivre la musique de son pays qui est très très différente. Voilà, je sais pas vraiment comment on peut l'interpréter, je sais pas à quoi l'imputer en termes sociétal, en termes musical, culturel ou autre. Pour moi, ça reste un grand mystère. Mais il y a un côté où je trouve que la musique réunionnaise s'est exportée et s'est métissée de fort belle manière avec plein de rencontres. Justement, on parlait de René Lacaille. René Lacaille, pour moi, est l'un des plus grands artisans du métissage de cette musique à travers sur ces 30-40 dernières années. Il a travaillé avec tout le monde. Il est arrivé à Paris pour jouer avec un trio de jazz au départ, et puis finalement il a fini par croiser le fer avec des tas de gens. C'est quand même l'un des rares musiciens qui peut passer d'un concert avec Raoul Barbosa, le lendemain jouer avec Fantasio, repartir avec la compagnie des musiques à Weir, et puis faire un duo avec Loïc Lantoine pour ensuite... Enfin, c'est incroyable. Moi, c'est l'un des musiciens qui m'a mis le pied à l'étrier sur le côté globe-trotteur en me disant, voilà, la musique n'a pas de frontières, il faut vraiment
prends ta musique, crée ta propre voix et amène ça dans ton sac à dos et partage-le avec tout le monde et puis garde toujours une petite marmite aussi à partager par la même occasion. On va vous entendre demain soir au Taquin avec votre formation sur un répertoire que vous avez dédié au bal de la Réunion et bal de la Réunion plutôt des années 70. C'est quoi cette velléité de revenir un peu en arrière et de présenter ce moment de la musique de la Réunion? Alors disons, je suis pas nostalgique voilà, en disant que c'était mieux avant, mais j'aime beaucoup l'esthétique, que ce soit au niveau des textes et de la musique de cette époque-là. Et qui était donc? Alors, à la fois acoustique, avec quand même des incursions dans l'électronique sur la fin des années 70, psychédélique même parfois, avec les apports justement d'un René Lacaille qui était alors guitariste, Alain Peters à la basse fretless ou Bernard Brancard et plein d'autres musiciens. Et en même temps, il y avait quelque chose une manière de travailler sur les structures de la musicale, sur les mélodies qui empruntaient au rock, qui empruntaient au jazz, et où on développait des mélodies au classique même parfois. Hein. Il y a ces gars qui sont clairement issus des classiques ou de la musique même vénézuélienne ou colombienne, avec des mélodies assez longues, très travaillées, des harmonies très riches, de beaux arrangements, des chants qui sont même parfois durs à reproduire, et de beaux textes très poétiques ou qui racontent le quotidien peut-être un peu plus léger. Il y a une esthétique particulière en fait, qu'on n'arrive pas à retrouver, en tout cas moi que j'arrive pas à retrouver dans ce qu'on entend actuellement. Sur d'autres périodes. Voilà. Donc ça c'est demain soir à partir de 21h au Taquin, en quartet, c'est ça? En quintette. On accueille depuis peu un jeune batteur exceptionnel au rapport qualité-poids, qui s'appelle Timothée Alcorn, hein, qui est bien connu des amateurs de jazz session à Toulouse. Et j'ai découvert hier qu'en plus c'était un spécialiste des raviolis. Ah, c'est pas du tout un spécialiste, en fait, il est venu à la maison pour apprendre. Ah d'accord, mais finalement le résultat était pas mal. Voilà, le résultat était pas mal. Je peux me targuer de lui avoir appris les raviolis. On a passé un très bon moment d'ailleurs. D'ailleurs, quiconque veut venir apprendre à faire les raviolis italiens à la maison peut venir, vous êtes les bienvenus. Très bien, donc en attendant, vous irez voir Julien Babou demain, donc avec ce répertoire dédié au bal réunionnais 70s. Donc en quintet, à partir de 21h, vous avez sorti un album qui se faisait un peu l'écho de ces chansons-là, dont on va écouter tout de suite un morceau. Le morceau s'appelle comment? Dans son cabaye. Eh bien, dans son cabaye. Julien Babou, merci d'être passé ce soir. Merci de m'avoir invité. À demain, au Taquin. Dans son cabaye, n'a la joie. Son petit robe, il flotte, il met en émoi. Si viga trop longtemps, l'amour il prend. Comme élément attiré ou les amants. Dans son cabaye, n'a la joie. Son petit robe, il flotte, il met en émoi. Si viga trop longtemps, l'amour il prend. Comme élément attiré ou les amants. Reste pas pris dedans et mette pas trop l'argent. Parce que là même si l'île est le plus rose, Tic Catherine là, ils mettent bon peu la pose. Pouvoir rôder qui ça la jette un roux sorcier. Cosa ou la voix, cosa la manger. La malice, la béca ou au tournant. Calcule que de monde comme on est naissant. Mais où peut démailler, mais où que va serrer. Quand un autre va passer à son bras, que l'y va jette un petit yeux commun. Le cœur n'a pas de raison, et l'y pas de solution. C'est que n'est pas mauvais pour passer, faut 2-3 saisons pour regagner semer. Le cœur n'a pas de raison, et l'y pas de solution. C'est que n'est pas mauvais pour passer, faut 2-3 saisons pour regagner semer. Voilà, Julien Babou, que l'on peut retrouver demain soir au Taquin à partir de 21h. Jean-Pierre Lérac, 2 minutes pour nous parler d'un concert de jazz bizarre. Je vais essayer de faire en 2 minutes un peu de l'Arsène. Ouais, voilà, ça y est, c'est passé. Je vais essayer de faire en 2 minutes. Ouais. Donc vendredi prochain, une soirée du pavillon Le Jazz au Taquin, exceptionnellement. Et nous allons présenter une soirée avec The Bridge. Bon, The Bridge, je le rappelle, c'est la rencontre des musiciens européens avec les musiciens de Chicago. Je vais pas expliquer ce que c'est, sinon. Non, parce qu'on s'en fait l'écho régulièrement dans cette émission. Mais sait-on jamais, il y a des gens qui peut-être ne sont pas encore au courant. Donc parmi, il y a plusieurs plateaux chaque fois. Donc là, ce sera la 14e série. Et sincèrement, je dis sincèrement, c'est certainement la plus belle qu'on ait depuis le début. C'est vrai, je suis très impatient de voir ça, parce qu'il y a Christine Modasca dedans, et vous savez quel amour nous avons pour cette musicienne dont nous sommes très fiers, cette pianiste toulousaine. Il y aura également Peter Evans et Didier Lasserre qui sont dans les batteurs que j'aime beaucoup en France, les batteurs les plus créatifs. Didier Lasserre de Bordeaux, Peter Evans du collectif musique de Lille. Mais je voudrais, si vous le permettez, m'attarder sur un des Américains qui sera là, qui s'appelle Dave Rain-Peace. Dave Rain-Peace qui est un saxophoniste de la jeune génération américaine. Et c'est vraiment quelqu'un absolument
vraiment brillantissime. C'est vraiment un son, c'est la jeune génération, c'est la génération de Ken Vandermark, c'est des musiciens blancs. C'est vrai que les saxophonistes de Chicago, souvent, c'est des musiciens noirs. Et là, d'ailleurs, il a joué avec Ken Vandermark. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait tout faire au sax. Et moi, par exemple, c'est un musicien, je pense que si les programmateurs des grands festivals faisaient vraiment leur travail, ils pourraient vraiment, je pense, ravir tous les milliers de spectateurs de jazz qui sont amoureux de jazz, enfin, du moins qui se disent amoureux de jazz, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc Darren Peace, c'est encore le pavé dans le jazz. Dans une dizaine d'années peut-être, ils seront dans ces grands festivals. Voilà, c'est ce qu'on appelle le showbiz du jazz, n'est-ce pas? C'est ça. Donc ou le showbiz du maghré, enfin. Voilà, et de la saucissonnière, vous voulez dire? Voilà. Donc si vous voulez, voilà, c'était juste un petit message à eux. En tout cas, nous on se charge justement de faire découvrir ces musiciens. Et ça sera donc vendredi prochain. Donc on n'a malheureusement pas de musique pour justifier mes propos, parce que des fois on peut croire que j'exagère, mais je pense que vendredi prochain, juste avant le concert, nous pourrons en passer un extrait pour donner envie aux gens. D'ici là, on se mettra en quête de morceaux de Monsieur Peace. Ren Peace qui joue au Taquin vendredi prochain dans le cadre de la 17e édition de The Bridge. Voilà, Caramel Mousse c'est quasiment terminé. 2-3 concerts à vous mettre sous la dent ce soir. Au Taquin, jazz rock avec 2 groupes, Critical Quartet Experience suivi de La Cave à partir de 21h. À l'impro, on peut écouter Matoyo, le quintet de Mathieu Royer qui reste quand même mon guitariste préféré, au moins lorsqu'il s'agit de jouer de la soul. À la Cave Poésie, c'est la fin de la quinzaine en compagnie des Barbares. Ce soir et demain soir, Krienko est à citation poétique et jeu clownesque, mise en scène par Sarah Freinet. Soirée hip-hop ce soir au Métronome à partir de 19h30 avec Droz Brigade, ça c'est des Toulousains, suivi de 2 artistes britanniques, Dirty Dyke et Jam Baxter. Et puis des tours de chant pendant tout le week-end. J'irai personnellement voir Mathéo et Camus qui jouent dimanche soir à partir de 18h à Job. Voilà, Caramel Mou terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.